Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors on est presque arrivé au terme de notre voyage dans cette première partie. Depuis le début de l'émission, une question nous accompagne. Charles de Gaulle est-il devenu le sauveur de la France grâce aux circonstances exceptionnelles de 40, ou bien toute sa vie l'a-t-elle préparé à jouer ce rôle ? À présent, oui, on peut répondre. Et la réponse est probablement plus complexe que les légendes construites après coup. Parce que le propre des grands personnages historiques, c'est souvent de donner l'impression d'avoir été inévitables. Une fois leur destin accompli, tout paraît évident. Comme si leur victoire était inscrite d'avance. Comme si l'histoire n'avait fait que suivre un chemin tracé depuis toujours. Or, rien n'est plus faux. Quand De Gaulle arrive à Londres en juin 40, rien du tout ne garantit sa réussite. Absolument rien. Churchill lui-même ne sait pas encore quoi penser de cet hurluberlu français, peu connu, orgueilleux, encombrant, extraordinairement exigeant. Alors il l'aime bien au début, puis après il le déteste. Enfin bref, la plupart des Français, faut pas oublier, suivent Pétain. Les États-Unis ignorent même son existence et font tout pour ignorer l'existence de De Gaulle. Les diplomates le considèrent souvent comme un aventurier. Une partie de l'armée le regarde comme un rebelle. Même parmi ceux qui l'admirent, nombreux sont ceux qui doutent de ses chances de succès. Et pourtant, 4 ans plus tard, il est devenu l'incarnation de la France combattante. Comment expliquer une telle métamorphose ? Les historiens nous aident à dépasser les explications simplistes. La première constituerait à dire que De Gaulle est un homme providentiel. C'est le fameux l'homme providentiel à la française. C'est vrai que c'est une formule séduisante, elle explique beaucoup de choses, elle explique tout. Et donc, en fait, elle explique absolument rien. La seconde consisterait à réduire son ascension à un concours de circonstances. C'est une explication tout aussi insuffisante, parce que des circonstances exceptionnelles ont existé dans bien d'autres pays sans produire un personnage comparable. En fait, la vérité se trouve probablement dans la rencontre entre un homme et un moment historique. Une rencontre rarissime, presque miraculeuse. J'en fais pas trop, vraiment. D'un côté, vous avez une catastrophe nationale sans précédent, quand même. De l'autre, un individu qui est préparé depuis des décennies à l'affronter. C'est ça qui est dingue. Et tout ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis le début converge vers cette idée. Le patriotisme transmis par sa famille, le souvenir obsessionnel des défaites nationales et surtout l'exercice de comprendre pourquoi, l'admiration pour les grandes figures de l'histoire, le goût du commandement, la confiance précoce en son destin. On sait, quand il avait 8 ans, il écrit dans son 8 ou 10 ans, il écrit dans un carnet, dans un cahier, qu'un jour il sera à la tête de la France pour la sauver de l'Allemagne, etc. C'est incroyable. L'habitude de la solitude aussi, le refus du conformisme, la réflexion sur le rôle du chef, les années passées à penser contre la majorité, les avertissements qu'il a pu faire, qui ont été ignorés dans les années 30, tout ça prépare à l'événement de 1940. Mais ça ne suffit pas encore, parce que beaucoup d'hommes, vous allez me dire, possèdent des convictions, et c'est vrai. Mais peu savent les transformer en action. C'est ce que je vous disais. On peut réfléchir bien, on peut avoir la bonne vision, on peut comprendre les choses. Mais derrière, il faut agir. Si c'est juste pour produire des comptes rendus et au revoir messieurs dames, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui distingue véritablement De Gaulle est ailleurs, en fait, dans sa capacité exceptionnelle à incarner une idée. La plupart des responsables politiques cherchent à représenter une opinion. Un parti, une catégorie sociale, une idéologie. Lui, De Gaulle, c'est pas son truc. Son truc, c'est représenter la nation. La différence est immense. Et elle explique justement une grande partie des incompréhensions qu'il suscite. Parce qu'il ne raisonne presque jamais à l'échelle des intérêts particuliers. Il raisonne à l'échelle de l'histoire, avec un grand H. À ses yeux, la France n'est pas seulement un territoire ou une population, c'est une continuité millénaire. Une aventure collective, une réalité spirituelle autant que politique. C'est ce qui explique cette formule devenue célèbre, une certaine idée de la France. On a souvent cité cette expression, on l'a même parfois vidée de son sens. Pour De Gaulle, elle signifie quelque chose de très concret. La France ne peut être elle-même que lorsqu'elle demeure libre de ses décisions, libre de ses choix, libre de son destin. La souveraineté
n'est donc pas un simple principe juridique, elle devient une exigence morale. C'est pourquoi il refuse l'armistice, c'est pourquoi il résiste aux pressions britanniques, c'est pourquoi il s'oppose parfois, enfin j'allais dire tout le temps même, aux Américains, pourquoi il se méfie des grands blocs, pourquoi il défendra plus tard une politique étrangère indépendante. Tout procède de la même logique, cette cohérence est essentielle parce qu'elle explique pourquoi son parcours paraît aujourd'hui si lisible. Et contrairement à beaucoup d'hommes politiques, De Gaulle ne change jamais véritablement de boussole. Bon, les circonstances évoluent, les stratégies s'adaptent évidemment, mais la direction reste la même. Cette fidélité à quelques principes fondamentaux donne une unité remarquable à toute son existence. Elle explique aussi sa force psychologique, parce que quand un homme sait exactement ce qu'il sert, il devient beaucoup plus difficile à ébranler. Et les échecs le ralentissent, mais ils ne le détournent pas. Les critiques peuvent le blesser, effectivement, mais elles ne le font pas dévier. L'isolement peut lui peser, mais il ne l'empêche pas d'avancer. Et c'est probablement là que réside vraiment son génie. Non pas dans l'intelligence seule, non pas dans le courage seul, non pas dans la volonté seule, mais dans l'alliance exceptionnelle de ses qualités autour d'une vision. De Gaulle voit plus loin que la plupart de ses contemporains, et surtout, il agit en fonction de ce qu'il voit. Et encore une fois, cette combinaison est rare, très rare, parce que les visionnaires sans action, encore une fois j'insiste, restent des prophètes. Les hommes d'action sans vision deviennent des gestionnaires. Eh bien, De Gaulle, lui, réunit les deux dimensions. Il pense et il agit. Il imagine et il décide. C'est pas une girouette non plus. Il contemple l'histoire tout en la façonnant. Et c'est précisément ce qui le distingue de beaucoup d'autres responsables de son époque. Alors comment répondre à la question initiale ? De Gaulle n'est pas devenu le sauveur de la France parce qu'un matin de 40, il aurait trouvé soudainement le courage de résister. Il l'est devenu parce que toute sa vie l'avait préparé à cet instant. Son enfance lui a donné ses racines. Sa famille lui a transmis le sens de la France. Ses lectures lui ont offert une profondeur historique. La guerre lui a appris la réalité du combat. La captivité lui a enseigné la patience. La solitude lui a donné l'indépendance. Ses échecs lui ont appris à résister au jugement des autres. Ses années de marginalité lui ont appris à vivre contre le courant. Et quand les catastrophes arrivent, et quand la grande catastrophe est arrivée, il était prêt. Prêt à voir ce que les autres ne voyaient pas, prêt à dire ce que les autres n'osaient pas dire, prêt à faire ce que les autres refusaient de faire. En réalité, donc, si vous avez compris, l'homme du 18 juin n'est pas né le 18 juin. Il naît lentement, pendant 50 ans, dans une maison de Lille, dans les bibliothèques de son adolescence, dans les tranchées de Verdun, dans les camps de prisonniers allemands, dans les bureaux où il rédige des notes ignorées, dans les années où personne ne l'écoute et dans les moments où il apprend à rester seul. Oui, il avait 50 ans quand il est parti à Londres. Incroyable. C'est pourquoi l'histoire de Charles de Gaulle dépasse largement la seule biographie d'un homme d'État. J'ai pas voulu faire dans cette émission il est né tel jour, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il est devenu. J'ai essayé de vous faire comprendre le bloc, le personnage en lui-même. Elle dépasse la biographie d'un homme d'État, elle raconte quelque chose de plus universel, c'est très frustrant, je vais vous en faire 2 épisodes, mais on pourrait en faire 50. Elle raconte quelque chose de plus universel, c'est vrai, la rencontre entre un caractère et un destin, entre une volonté et une époque, entre un homme et l'histoire. Et quand Paris l'acclame en août 44, c'est ce que je vous disais au début, c'est pas seulement le général victorieux en fait que la France et que la foule célèbre, c'est l'aboutissement d'un demi-siècle de préparation silencieuse, l'œuvre d'une vie entière, l'émergence en fait d'un personnage que les circonstances ont révélé, mais qu'elles n'ont pas créé. Parce que les événements de 40 ont offert, c'est vrai, à De Gaulle l'occasion de devenir ce qu'il était depuis longtemps, l'homme de personne. Et finalement, l'homme de la France. Pour les abonnés premium, on se retrouve dans un instant. Je ferai un petit plus sur la relation entre lui et Pétain. Enfin, pas un petit plus, puisque j'en ai quasiment pas parlé, voire même pas du tout. Pour les autres, on se retrouve, pour tout le monde bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine avec la 2e partie. On ira, évidemment, on va passer la guerre, etc. Il a vraiment résisté à tout le monde et j'ai hâte de voir le film. Je crois que le film le montre assez bien. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.